Et la parole est à Madame Valérie Rabault. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. En 2010, poussé par le droit communautaire qui était très précurseur en matière de développement des SPL, le Parlement a adopté une proposition de loi, je cite, pour le développement des sociétés publiques locales. C'est ainsi que les collectivités territoriales peuvent depuis cette date devenir actionnaires de sociétés auxquelles elles confient l'exploitation de missions de service public. Dans le cadre d'un contrat dispensé de toute mesure de publicité et de concurrence, les collectivités publiques ont la liberté de contracter avec une société locale conformément aux exigences communautaires. Alors, peut-être ont-elles usé, parfois, peut-être trop, de cette prérogative particulière, puisque le statut des SPL, nous le savons, déroge au code de la commande publique. Mais le point très positif, c'est qu'elles ont renforcé leur capacité d'action, leur activité, leur adaptation aux réalités locales, à telle enseigne qu'il est proprement impensable de se passer de ces outils qui ont transformé l'action publique dans sa mise en œuvre. Cette exception aux règles de la commande publique reste néanmoins très encadrée par le droit communautaire. En effet, ces sociétés doivent exercer leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités ou des groupements de collectivités actionnaires qui en sont membres. Dès son adoption, la création des sociétés publiques locales a rencontré un vif succès et 8 ans plus tard, ce sont près de 1300 sociétés publiques locales et sociétés d'économie mixte locales qui sont en activité, dont probablement quelques-unes parmi elles qui ont eu un recours excessif à la multi-activité ou au multi-actionnariat, et c'est bien l'objet qui nous occupe aussi aujourd'hui. C'est probablement à cause de ces quelques excès que le 14 novembre dernier, le Conseil d'État a mis fin à de nombreux débats juridiques ouverts par des décisions juridictionnelles contradictoires et relatifs à l'objet social des sociétés publiques locales. La Cour administrative d'appel de Lyon avait par exemple admis qu'il pouvait y avoir un décalage entre les compétences et les missions confiées à la société, à la condition que cette partie prépondérante des missions n'outrepasse pas le domaine de compétences des personnes publiques actionnaires. Cette conception était de nature à sauver certaines sociétés publiques locales, tout en visant clairement les excès constatés de certaines d'entre elles. En se rangeant à la version stricte et littérale de sa définition, le Conseil d'État a retenu une interprétation empreinte de suspicion et inspirée peut-être par la Direction générale des collectivités locales. Ainsi, il a considéré qu'une collectivité territoriale ne pouvait participer au capital d'une société publique locale si et seulement si l'intégralité de son activité relevait des compétences de la dite collectivité. Ce faisant, il a ainsi fragilisé les sociétés publiques locales et les sociétés d'économie mixte locale. Alors, cette nouvelle fragilité a d'ailleurs été bien reconnue par la rapporteure publique, puisque bien consciente de la difficulté et de l'incertitude à venir pour les sociétés publiques locales, elle a indiqué devant le Conseil d'État qu'il faudrait certainement modifier la loi, et donc c'est l'objet de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Donc cette proposition a vocation à écarter le péril qui menaçait nombre de SPL, dont personne ne doit oublier qu'elles sont génératrices en France de 276 000 emplois. En supprimant la référence à la notion de compétence définissant le champ d'intervention de ces sociétés, il est clairement mis fin aux incertitudes et à l'insécurité de nombreux projets en France. Comme certains tribunaux administratifs l'avaient admis, la proposition de loi pose le principe d'une compétence partagée et n'exige plus que l'objet social corresponde à l'ensemble des compétences des actionnaires publics. Ce nouveau principe permet de lever les questionnements suscités suite à l'expression qui avait été retenue par le Conseil d'État. Je ne vais pas reprendre l'ensemble des articles puisque les orateurs qui m'ont précédé ont relevé un certain nombre de dispositions, mais il est exact que le premier complète le Code général des collectivités territoriales, précisant d'une part que si l'objet d'une société inclut plusieurs activités, ce qui peut arriver, alors elles doivent être complémentaires. Et d'autre part que chaque actionnaire doit disposer d'au moins une des compétences en commun. Il écarte ainsi donc, cet article 1, la jurisprudence du Conseil d'État. Pour éviter ensuite que les sociétés d'économie mixte locale ne se retrouvent dans une situation comparable à celle vécue aujourd'hui par certaines SPL, l'article 2
apporte des précisions qui nous semblent nécessaires sur leur statut. Enfin, l'article 3 étend les dispositions de la proposition de loi aux sociétés publiques d'aménagement. Toutes ces raisons nous conduisent, mes chers collègues, à soutenir ce texte qui avait été déjà approuvé et voté au Sénat, Madame la Ministre, en espérant qu'il règle une bonne fois pour toutes la question et les incertitudes juridiques qui peuvent peser sur les SPL. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.